Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du Bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Régime low carb, cétogène, Atkins, paléo. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose ? Il y a de fortes chances que oui, parce que les régimes faibles en glucides sont sacrément populaires auprès du grand public. Et particulièrement sur les réseaux sociaux, on peut difficilement passer à côté de toutes ces méthodes alimentaires, à moins de ne suivre que des vidéos de petits chiens mignons, ce qui, à mon humble avis, est la meilleure utilisation des réseaux sociaux, mais c'est que mon avis. Bref, quand on voit les promesses de ces régimes, franchement, c'est bien tentant de s'y mettre. D'autant plus que les personnes qui en font la promotion sont généralement très convaincantes. Mais est-ce que c'est une bonne idée ? Pas sûr. Et c'est justement le sujet de cet épisode. On va voir si réduire les glucides à peau de chagrin est vraiment intéressant pour notre métabolisme et notre santé. Et puis comme ça touche au sujet, on fera aussi un point sur le régime IG-BA en fin d'épisode parce qu'il y a quelques petites choses intéressantes à dire là-dessus. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Parce qu'il s'agit de mon plus beau projet réalisé jusqu'à aujourd'hui et que ce projet, il est pour vous. Alors, je suis très heureuse de vous annoncer la naissance de, non pas un enfant, mais la naissance de Powerhouse. Powerhouse, c'est un espace en ligne que j'ai voulu comme une maison, comme votre maison pour vraiment prendre soin de vous. Donc concrètement, Powerhouse, c'est une plateforme en ligne à laquelle vous pouvez accéder depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur et sur laquelle vous allez retrouver tous les outils, les cours, les séances, les conseils, les ateliers, les programmes et bien évidemment une ribambelle de recettes pour vraiment prendre soin de votre forme et de votre santé. Sans bullshit, vous me connaissez, et surtout des contenus qui vous veulent vraiment du bien. Cet espace, on a fait en sorte que vous vous y sentiez vraiment bien et que vous ayez à votre disposition tout ce qu'il vous faut pour vous libérer de la confusion dans laquelle on peut vite se noyer face à tous les régimes, les déclarations et les allégations en tout genre sur la nutrition, le fitness et la santé. Et grâce à une meilleure compréhension de votre corps et de ses besoins, de pleinement et durablement reprendre le pouvoir sur votre forme et votre santé. Oui, rien que ça. Alors, je vais pas vous faire tout un laïus sur ce projet dont je suis très fière parce qu'on a un gros sujet à aborder aujourd'hui. Mais juste pour vous dire que si vous écoutez cet épisode à sa sortie, donc le jeudi 2 mai, vous avez 30% de réduction jusqu'à dimanche, donc le 5 mai, pour rejoindre Powerhouse et en plus, vous avez des jours d'essai gratuits. Donc maintenant que vous avez l'info, si vous avez envie de vraiment vous bichonner, je vous laisse aller découvrir la présentation de Powerhouse plus en détail depuis le lien qui vous attend dans les notes de ce podcast et de profiter de cette belle promo d'ouverture pour rejoindre l'aventure. Et ça rime en plus. Et puis vous allez voir, on a vraiment fait un prix tout mini pour que tout le monde puisse avoir accès à des contenus de qualité. Ça, c'était vraiment important pour moi. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Allez, j'ai fini. Maintenant, place au sujet bien fourni du jour. J'espère que vous avez une bonne boisson chaude à votre disposition ou que vous êtes en train de faire un truc qui vous demande un petit peu de temps, pendant lequel je vais pouvoir vous accompagner parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Et pour commencer, on va faire un petit rappel physio-nutri, parce que ça s'impose et que, vous le savez avec moi, j'aime bien que vous compreniez un minimum comment ça marche pour faire des choix un peu plus éclairés. Et de la lumière pour naviguer dans le brouillard de régimes en tout genre, c'est pas de refus. Pour commencer, les glucides, puisque ces régimes ont en commun de les réduire, qu'est-ce que c'est ? Alors, les glucides, ils font partie des 3 grandes familles de macronutriments qui nous apportent nos calories journalières, représentées par les protéines, les lipides et les glucides. Et techniquement, c'est bien vrai, les glucides sont les seuls macronutriments dont le corps peut se passer. Parce qu'ils ne jouent aucun rôle structurel ni biochimique essentiel comme le font les lipides ou les protéines dont on n'a surtout pas intérêt à manquer si on veut que tout fonctionne bien à l'intérieur. Leur rôle à ces glucides, c'est de nous fournir de l'énergie. Et à ce titre, ils sont la principale source d'énergie de notre corps. Et notre corps, il a besoin d'un paquet d'énergie pour fonctionner au quotidien. À commencer par notre cerveau. Alors là, peut-être que vous vous dites, bah ouais, mais s'ils sont la principale source d'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner, comment ça se fait que notre corps peut s'en passer ?
Eh bien ça, c'est parce que notre corps, il a de la ressource pour s'adapter. Il peut puiser dans ses réserves de graisse, même s'il aime pas trop ça et qu'en général ce sera son dernier choix. Parce qu'au départ, notre corps, s'il voit qu'on lui apporte moins d'énergie, il va surtout se débrouiller pour moins en consommer, un peu comme quand vous mettez votre téléphone en mode économie d'énergie. Ça marche toujours, mais en arrière-plan, il y a plein de trucs qui sont mis en stand-by. Ça, c'est ce qu'on appelle une adaptation métabolique. Et dans le cadre d'une privation d'énergie, c'est ce qui permet de maintenir un service minimum tout en préservant nos réserves de graisse, qui sont vachement importantes pour notre corps. Je vous en ai déjà parlé en détail dans l'épisode numéro 10 sur la perte de gras, que je vous remets comme d'habitude dans les notes de ce podcast. Mais autre que nos réserves de graisse, et les lipides alimentaires qu'on consomme évidemment, notre corps, il a aussi les protéines. Et là, c'est simple, en cas de besoin d'énergie qui ne serait pas apporté par l'alimentation, le corps va tout simplement aller chercher dans la réserve abondante de protéines que sont les muscles pour les décomposer en acides aminés. Il prend ses petits ciseaux et hop là, il découpe. Bon, évidemment, ça se passe pas littéralement comme ça, mais c'est pour que vous ayez une image parlante de ce qui se passe parce que le résultat, c'est bien ça au final. Ce sont des petites enzymes qui vont se servir dans le garde-manger et qui découpent nos protéines musculaires pour en faire des acides aminés qui pourront ensuite être convertis en glucose qui sera utilisé comme source d'énergie, particulièrement par notre cerveau pour lequel c'est le meilleur carburant. Notre corps, il peut aussi faire ça avec les acides aminés des protéines alimentaires digérées, mais du coup c'est un peu con parce que ça détourne ces acides aminés de rôles bien plus importants à jouer dans notre organisme. Du coup, pour avoir de l'énergie disponible, le plus simple quand même, c'est d'en manger. Parce que nos besoins en glucides, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, ils représentent en moyenne la moitié de nos apports caloriques totaux. C'est pas rien quand même. Alors oui, on peut user de stratégies pour les remplacer, mais est-ce que c'est vraiment optimal ? Juste en sachant ça déjà, on peut se poser la question. Et vous inquiétez pas, ces stratégies, on va les creuser un peu plus dans quelques instants. Mais avant ça, déjà, c'est hyper important de faire un peu plus connaissance avec les glucides. Parce que c'est une sacrément grande famille. Et il y a glucides et glucides. Et leur palette d'effets sur notre organisme, sur notre poids, notre humeur et même notre microbiote intestinal, elle est carrément plus large qu'une fourchette horaire de livraison Chronopost. Oui, j'en suis très fière de celle-là. Donc pour commencer les présentations de cette grande famille, les glucides ont tous en commun leur composition chimique. Carbone, hydrogène et oxygène. La plus petite forme de glucides, c'est ce qu'on appelle les monosaccharides, ou autrement dit les sucres simples, dont font partie le glucose, le galactose et le fructose. Et ce sont les unités de base des glucides. Donc à elles seules, elles sont déjà des glucides, et assemblées entre elles, elles forment d'autres glucides. Alors pour vous donner une image claire, qui peut peut-être vous parler, imaginez ces petites unités, les monosaccharides, comme des perles, que vous allez assembler pour faire un collier. Et des colliers, vous pouvez en faire tout plein et de plein de tailles différentes. Et même des mini colliers à 2 perles. Bon, du coup, c'est pas vraiment un collier, mais bon, vous comprenez. Et quand vous avez juste 2 perles, ce sont des disaccharides. C'est typiquement les glucides qu'on retrouve dans le sucre de table ou encore le lactose qui se trouve dans le lait. Alors, s'il y a des personnes calées qui m'écoutent, ne soyez pas outrés que je ne fasse pas l'inventaire complet de chaque chaîne carbonée parce que c'est pas du tout le but de cet épisode, à moins que vous ayez envie de sombrer dans un profond sommeil. Le but là, c'est de voir les choses hyper simplement, mais en comprenant quand même comment ça marche. Donc, nos colliers à 2 perles, ils font aussi partie des sucres simples, parce que bon, ils ont que 2 perles, quoi. Et après, on a la catégorie des oligosaccharides, qui sont encore des petits colliers, mais avec un peu plus de perles quand même, entre 3 et 10. Et puis après ça, c'est le grand écart avec les polysaccharides, qui eux, peuvent avoir de 10 à des milliers de perles, et certains avec plein de ramifications, limite on peut faire un soutif avec. Je suis vachement inspirée. Donc voilà, ça c'était pour bien vous faire comprendre qu'entre glucides et glucides, il peut littéralement y avoir un monde. Et que mettre tout le monde dans le même panier, c'est sacrément réductionniste. Mais bon, visiblement ça dérange pas un bon paquet de gourous de la santé qui pensent manifestement qu'on est aussi complexe que des Playmobil. Eh ben, je suis bien remontée, moi dis donc. Donc, en gros, selon leur structure, les glucides auront des effets diamétralement opposés sur notre organisme et aussi sur notre microbiote intestinal. Parce qu'une partie de ces glucides n'est pas absorbée par nous, mais métabolisées par nos bactéries intestinales. Et oui, les fibres, puisque c'est d'elles dont il s'agit, appartiennent à la famille des glucides. De même que les amidons résistants qui sont digérés non pas par nous les humains, mais par les locataires qui peuplent nos intestins. Et si vous n'avez pas encore fait connaissance avec eux, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode numéro 9, parce que ça vous aidera à comprendre beaucoup de choses. Et comme d'habitude, comme tout ce dont je vous parle, vous avez le lien dans les notes de ce podcast. Et puis justement, à propos de fibres, elles influencent considérablement la vitesse à laquelle vont être absorbés les glucides qu'elles accompagnent, et donc les réponses physiologiques qui en découlent, comme la glycémie et la sécrétion d'insuline.
On parle d'insuline juste après, mais déjà ce qu'on peut se dire, c'est que les régimes low carb qui mettent les glucides en vrac dans le même panier, c'est pas foufou comme approche. Et avant de voir ces régimes un peu plus en détail, je vais quand même vous expliquer dans les grandes lignes les réactions que déclenche la digestion des glucides, ce qu'on absorbe, donc on met les fibres de côté, même si elles aussi ont un effet très intéressant sur la rapidité d'absorption des autres glucides. Bref, je vais essayer de faire super simple pour pas vous perdre, et j'espère vraiment que c'est pas déjà le cas. Donc les glucides sont absorbés sous leur forme la plus simple au niveau de l'intestin grêle. Tout ça grâce à notre super chaîne de la digestion qui commence par la mastication. Et donc ces glucides, ils vont être absorbés plus ou moins rapidement selon différents facteurs, et lorsqu'ils arrivent dans le sang, sous forme de glucose, il faut pas qu'il reste trop longtemps, sinon ça crée un sacré paquet de complications. Et pour ça, on a une hormone qui fait le job, un peu comme un agent de circulation qui évite les bouchons, c'est l'insuline. Et elle va permettre de réguler les niveaux de glucose sanguin, la glycémie, en permettant l'entrée du glucose dans les cellules pour qu'il soit utilisé. Bon, par contre, ça marche avec le glucose, mais il y a un autre sucre simple qui échappe complètement au contrôle de l'insuline, c'est le fructose. Un peu comme les motos qui se faufilent partout dans les bouchons et qui grillent les feux rouges. Ok, là je suis partie un peu loin dans ma comparaison, ça veut plus dire grand chose. Mais en gros, le fructose, il échappe à la règle de traitement des autres sucres simples et il fait sa vie de son côté une fois digéré. L'insuline, il s'en fout, lui, il est majoritairement capté par le foie, qui aime bien en faire du gras quand on en mange trop. Et c'est pour ça d'ailleurs que le fructose est autant diabolisé. Mais il faudrait savoir d'où il vient ce fructose. Bref, on en parle un petit peu plus tard. Pour en revenir à l'insuline, plus la glycémie augmente, il y a plein de glucose qui arrive d'un coup dans la circulation, plus le corps envoie d'agents insuline, je mets des guillemets à agents, pour réguler la circulation et envoyer ce glucose là où le corps va pouvoir l'utiliser. Parce qu'on le rappelle, à la base, le glucose, il nous sert de carburant. Et ces pics d'insuline en réponse à une consommation de glucides, ils sont tout à fait normaux. Parce que là, il y a une nouvelle trend sur les réseaux sociaux qui diabolise les pics d'insuline, alors qu'à la base, c'est une réaction physiologique complètement normale. Le problème, c'est quand ces pics ne redescendent pas, que la glycémie reste élevée et que malgré tous les agents insuline que le corps envoie, la circulation n'est pas régulée. Ça, c'est ce qui se produit en cas de résistance à l'insuline où les cellules font la sourde oreille au glucose. Et c'est le lit de la ribambelle de problèmes métaboliques comme l'hyperinsulinisme, le syndrome métabolique, le diabète de type 2 et toutes les pathologies qui en découlent. Alors oui, la qualité et la quantité de glucides consommés va grandement jouer sur la réponse insulinique. Mais il est d'autant plus important de voir ce qui se passe à l'intérieur si le corps n'est plus en mesure de traiter correctement les sources d'énergie qui sont à la base complètement normales et essentielles pour lui. Et le problème avec tous ces régimes, c'est qu'ils incriminent les glucides, mais que généralement, ce qui touche au terrain n'est absolument pas pris en compte. Alors oui, en toute logique, quand on réduit les glucides, il y a moins d'insuline qui pointe le bout de son nez. Mais c'est parce qu'on mange quasiment plus de glucides et que du coup on lui demande pas de sortir bosser. Pas parce que ça fonctionne mieux à l'intérieur. C'est une stratégie d'évitement qui, si elle peut avoir son intérêt dans certains cas pathologiques, ne résout pas le problème sous-jacent de résistance à l'insuline. Imaginez une canalisation bouchée. Au lieu de la déboucher, vous coupez l'eau. Alors, certes, ça déborde plus, mais ça débouche pas la canalisation. C'est magnifique, on est passé du registre circulation routière à la plomberie. Bon, je vais pas vous détailler les tenants et les aboutissants du métabolisme insulino-glucidique parce que j'ai déjà l'impression d'être partie trop loin et j'espère que vous êtes encore là et que vous tenez bon. En tout cas, si c'est le cas, je suis fière de vous. Et puis surtout, vous allez carrément mieux comprendre la suite sur les régimes en question. Mais voilà, faire une fixette sur l'index glycémique d'un aliment ou vouloir à tout prix éviter tout pic d'insuline quand on n'a pas de pathologie métabolique, c'est se rendre la vie difficile pour rien. Et c'est risqué de priver notre organisme d'une source d'énergie facilement utilisable dont il a besoin au quotidien. Alors pourquoi les régimes low carb sont si populaires dans ce cas ? Parce que pour tout un tas de raisons, qui vont de nos modes de vie occidentaux à l'inflammation de bas grade et une ribambelle d'autres causes dont les déséquilibres du microbiote intestinal sont souvent un dénominateur commun, on a développé une fâcheuse tendance à faire du gras en excès, à avoir un métabolisme pas super optimal, de l'inflammation chronique et une sensibilité à l'insuline franchement bof, qui nous fait prendre du gras et la boucle est bouclée. Parce que oui, c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente tant qu'on ne s'attaque pas aux facteurs qui le nourrissent. Et bien souvent, ceux auxquels on va s'attaquer, ce sont les glucides. Et en ce qui concerne la perte de poids, ça peut bien fonctionner, du moins au départ. Parce que le point commun de ces régimes faibles en glucides, c'est de réduire une part d'énergie en créant un déficit calorique. Et puis, ils permettent aussi d'éviter la consommation de tout un tas de cochonneries ou d'aliments pas top pour notre santé, comme les céréales et les sucres raffinés, les aliments ultra transformés, les produits riches en sirop de glucose fructose et les sucreries en tout genre. Mais pour ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de suivre un régime aussi restrictif pour s'en passer ? Non.
En focalisant sur une alimentation saine à haute densité nutritionnelle, ça marche très bien aussi. Et sans les restrictions sévères, les règles strictes et les déséquilibres qui accompagnent les régimes cétogènes et low carb. Cette alimentation, je vous en ai déjà partagé les bases dans l'épisode numéro 13, que je vous invite à aller écouter. Alors, justement, qu'est-ce qui pose problème avec ces régimes ? On va commencer avec la fameuse diète cétogène qui a le vent en poupe et qui est de loin la plus restrictive en matière de consommation de glucides parce que le but, c'est de quasiment pas en manger. Les règles du régime cétogène, c'est 20 à 50 grammes de glucides autorisés par jour, soit 5 à 10% max des apports énergétiques journaliers. Alors que dans le cadre d'une alimentation équilibrée, on est en moyenne, je le rappelle, à 50%. À ça, on ajoute des apports en protéines normaux, donc généralement autour des 20% des apports énergétiques quotidiens, et le reste est comblé par des lipides. Donc en gros, on mange majoritairement du gras tous les jours, beaucoup de gras. Ce régime, à la base, il a été expérimenté et il est toujours utilisé pour des pathologies spécifiques comme l'épilepsie et certaines maladies neurodégénératives. Et puis comme la portion microscopique de glucides ne fait quasiment pas appel à l'agent de circulation insuline, ce régime a aussi tendance à être appliqué en cas de troubles et de pathologies du métabolisme insulinoglucidique comme l'hyperinsulinisme, le syndrome métabolique et le diabète de type 2. Mais si on reprend notre image de canalisation, ça détourne surtout le problème. Et puis comme l'univers de la perte de poids est friand de régimes en tout genre, le régime cétogène est rapidement venu gonfler les rangs. Une approche originale, une diète stricte, des résultats rapides et parfois spectaculaires sur le court terme, et des marqueurs métaboliques qui parfois réagissent très bien au départ. Bref, tous les ingrédients pour un régime qui cartonne. Et puis en plus, on brûle vraiment du gras. Alors c'est génial! Vous sentez là qu'il y a baleine sous rocher ? Et oui, parce que la diète cétogène, très concrètement, elle est extrêmement contraignante. Parce que les glucides composent une énorme partie des aliments qu'on a à disposition, ce qui en temps normal est plutôt pas mal, comme ça on dispose en abondance d'énergie facilement utilisable, et là je parle pas des aliments industriels ultra transformés, juste de notre base d'aliments bruts et peu transformés. Donc pour réduire à peau de chagrin la part de glucides, il y a une énorme part d'aliments qui sont interdits. Interdits parce que s'ils étaient consommés, la quantité de glucides absorbés ne permettrait pas d'entrer en état de cétose, ce qui est le principe même du régime cétogène. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est la cétose ? Eh bien, pour faire simple, la cétose, c'est la production d'énergie utilisable en remplacement du glucose par les graisses. C'est majoritairement le foie qui se retrousse les manches pour faire le boulot, en produisant des corps cétoniques à partir de nos réserves de graisse. Et en soi, ça fonctionne bien, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. D'un point de vue métabolique, hormis le fait que la cétose soit plus lente pour produire de l'énergie, et la mauvaise haleine qui va avec, ça marche bien. Et c'est un super mécanisme du corps humain pour assurer un apport en énergie à tous les tissus qui en ont besoin, dont notre cerveau, qui je le rappelle est un très gros consommateur, malgré une très faible disponibilité de glucose, typiquement en période de jeûne comme on a pu en rencontrer tout au long de notre évolution. Là où c'est problématique, c'est au niveau alimentaire, pour plusieurs raisons. Déjà, comme j'ai dit un peu plus tôt, le régime est très contraignant et vient avec son lot d'interdits. Et quand on a un rapport à l'alimentation un peu sensible, voire conflictuel, un régime rigide comme celui-ci ne va pas du tout aider à avoir une alimentation apaisée et risque de renforcer encore davantage un rapport rigide et hyper contrôlant à la nourriture. Ça, c'est une première chose, commune à tous les régimes qui comportent des règles strictes et des interdits. Ensuite, la consommation de graisse. C'est elle qui vient remplacer les glucides supprimés de l'alimentation. Mais toutes les graisses alimentaires n'ont pas du tout le même effet sur notre organisme, et notamment sur notre réponse inflammatoire et sur la fluidité de nos membranes cellulaires. Fluidité qui est extrêmement importante. Et dans le cadre d'une diète cétogène, il est très facile de surconsommer des graisses saturées ou de se retrouver avec un rapport oméga 6, oméga 3 qui crève le plafond, ce qui, ne serait-ce qu'au niveau inflammatoire, n'est vraiment pas top. Inflammation qui est un acteur commun à un grand nombre de maladies et de troubles métaboliques qu'on cherche justement parfois à éviter en optant pour ce régime. Donc le régime cétogène peut être pro-inflammatoire si les graisses consommées ne sont pas précautionneusement choisies. Et déjà que dans le cadre d'une alimentation normale où l'apport en graisse est plus modéré, on a du mal à trouver un bon équilibre entre ces lipides alimentaires, c'est pas en augmentant leur part que la tâche va devenir plus facile. Et ça, c'est encore une complexification alimentaire à ajouter à ce régime. Mais c'est pas tout, et ça c'est très important. La diète cétogène, en imposant une réduction aussi importante des glucides, ferme la porte à une énorme partie de la nourriture de nos précieuses bactéries intestinales, les amidons résistants et les fibres prébiotiques, qui se trouvent en abondance dans les fruits, les légumineuses, les légumes racines et les céréales complètes. Et autant vous dire que pour rester à moins de 50 grammes de glucides par jour, vous n'allez pas pouvoir en manger beaucoup.
L'impact d'une diète cétogène sur nos bactéries intestinales peut être ravageur sur notre microbiote en réduisant sa diversité, qui est déjà sacrément réduite en Occident, diversité extrêmement précieuse et essentielle à notre santé. Et de même, la réponse inflammatoire potentiellement accrue par une diète cétogène n'est pas franchement microbiote friendly. Agression du microbiote qui peut elle-même générer en retour une réponse inflammatoire. Et cette inflammation, en plus de favoriser tout un tas de troubles et de maladies, elle porte aussi préjudice à notre métabolisme et notamment notre sensibilité à l'insuline. Donc potentiellement, on peut être amené à suivre un régime cétogène parce qu'on a un problème de résistance à l'insuline et ne pas voir cette sensibilité améliorée par le régime. On contourne le problème, on n'apporte pas de glucides, mais on ne le règle pas. Je vous en parle un peu plus tard de ce lien entre insuline et inflammation parce qu'il est hyper important à comprendre dans la prise en charge d'une perte de poids ou d'un trouble métabolique, ce qui amène souvent à se tourner vers ce type de régime. Et concernant les troubles digestifs qui peuvent se trouver améliorés par une diète comme celle-ci, c'est un peu la même chose. On détourne le problème, en l'aggravant potentiellement. Parce que oui, en retirant une énorme part de fibres, notamment fermentescibles, de notre alimentation, un microbiote appauvri qui n'est pas en mesure de traiter cette nourriture qui lui est pourtant essentielle, et des intestins agressés et hypersensibles, se verront soulagés sur le moment. Mais la famine imposée aux bactéries intestinales ne va pas s'améliorer avec ce régime. Et les dégâts à long terme risquent surtout de s'aggraver. Mais je ne vais pas vous refaire une présentation complète du microbiote, de ses besoins et des problématiques liées à nos modes de vie et à notre alimentation. Je vous ai déjà expliqué tout ça en détail dans l'épisode numéro 9 de ce podcast. Et puis vous avez Happy Belly qui vous attend sur Powerhouse aussi. Et dernière chose qui ne plaide pas en faveur de la cause du régime cétogène, les potentiels déficits en micronutriments dont les végétaux regorgent. Certes, techniquement, on peut compenser par les légumes, mais c'est encore une fois se compliquer la vie en s'interdisant des sources abondamment présentes dans les céréales, les légumineuses, les fruits et les légumes racines. Donc, en conclusion, si vous souffrez d'une pathologie métabolique ou d'un trouble pour lequel vous êtes pris en charge et pour lequel votre professionnel de santé vous recommande de suivre un régime cétogène, temporairement, et surtout en travaillant en parallèle sur le terrain, les piliers inflammation, microbiote intestinal, sensibilité à l'insuline, équilibre hormonal, pourquoi pas. Mais vous lancez dans un régime cétogène parce que vous voulez perdre du poids et que vous n'y arrivez pas, parce que vous avez des troubles digestifs, ou parce qu'après avoir enchaîné une ribambelle de régimes qui vous ont fait faire le yo-yo, vous voulez en tester un autre, à mon avis, c'est loin d'être une bonne idée. Et certes, vous en récolterez peut-être des résultats rapides, mais il y a de très faibles chances que ces résultats soient pérennes sur le long terme. Et puis allez, une dernière chose pour en rajouter encore une petite couche. Certes, vous brûlez du gras en suivant un régime cétogène, mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle proportion vous brûlez vos stocks de gras. Parce qu'en toute logique, si votre alimentation est majoritairement composée de lipides, ces lipides, une fois consommés, vous allez les brûler. Et ce gras brûlé pour produire de l'énergie, qui lui par contre ne produit pas de corps cétonique, ce gras, c'est pas celui de vos réserves de graisse, c'est simplement celui que vous mangez. Alors oui, bien sûr, quand on suit une diète cétogène, on brûle plein de gras, simplement parce que c'est notre substrat alimentaire principal. Allez, cette fois-ci, c'est bon, j'arrête. Surtout qu'on a encore 2 autres types de régimes à voir et que ce podcast est déjà bien trop long. En même temps, vu la densité du sujet, difficile de faire plus court. Bon, là, on va quand même aller plus vite et ça va être beaucoup plus simple parce qu'on a déjà installé les bonnes bases qui vont vous aider à vite comprendre la suite. Alors justement, la suite, qu'est-ce que c'est ? On va parler des régimes low carb. Ça, c'est un terme un peu fourre-tout qui vise encore une fois à réduire la consommation de glucides. Alors, d'une manière générale, dans les régimes low carb, donc faibles en glucides, on est entre 50 et 100 grammes de glucides par jour. Donc, c'est toujours peu, mais là, on vise pas forcément un état de cétose. Donc là, c'est quand même un peu plus flexible, avec de gros guillemets, en termes de quantité de glucides autorisés au quotidien. Cette baisse de glucides, elle est compensée, selon les régimes, soit par une consommation accrue de protéines ou, encore une fois, de lipides. Parmi ces régimes, il y en a qui sont extrêmement populaires et qui ne vous sont certainement pas inconnus, comme le régime Atkins, le régime hyperprotéiné, le régime high fat low carb ou encore le régime paléo. Chacun, bien évidemment, ont leur lot de codes, de règles et d'interdits, et comme dans le cas de quasiment tous les régimes, ils ont cette particularité de bien souvent offrir des résultats rapides en termes de perte de poids. Parce qu'on en revient encore et toujours au même, si on retire quelque chose de notre alimentation et qu'on crée un déficit calorique, on va perdre du poids. Par contre, et ça c'est important de le préciser, est-ce que cette perte de poids se maintient sur la durée ? Dans la grande majorité des cas,
Non, parce que les lois de la thermodynamique ont leurs limites en ce qui concerne notre métabolisme et que, généralement, les régimes restrictifs sont suivis de phases de relâchement au cours desquelles on reprend rapidement le poids perdu, parfois avec un petit excédent en plus. Pour comprendre un petit peu mieux comment ça marche, je vous renvoie vers un de mes précédents épisodes, le numéro 10, dans lequel je vous explique beaucoup plus en détail les grandes lignes de ce qui régit notre métabolisme et nos mécanismes de perte de poids. Et donc, en ce qui concerne les régimes low carb, il va y avoir du bon et du mauvais. Si en effet, on décide de réduire une consommation de glucides qui est trop importante et qui apporte des calories en excès, ou qui est majoritairement constituée de céréales et de sucres raffinés et d'aliments industriels ultra transformés, bourrés de sirop de glucose-fructose dont notre foie fait du gras à foison, why not? Mais ça relève beaucoup plus d'un rééquilibrage alimentaire que du suivi d'un régime low carb. On remet juste les macronutriments dans les bonnes proportions et on focalise sur une alimentation qualitative à haute densité nutritionnelle. Donc très honnêtement, il n'y a pas besoin de mettre une étiquette low carb pour faire ça. Et ces simples changements, ils vont avoir un impact ultra favorable sur la régulation de notre glycémie, des sécrétions d'insuline qui en découlent et de l'inflammation. Tiens, justement, à propos d'inflammation, je m'arrête 2 secondes pour vous expliquer un peu plus pourquoi celle-ci altère la sensibilité à l'insuline. C'est hyper important à comprendre parce que ça montre à quel point tout est lié. Et évidemment, notre microbiote intestinal fait partie de l'équation. En gros, la voie de signalisation de l'insuline et la voie de signalisation de l'inflammation convergent. C'est ce qu'on appelle un cross-talk. Ce qui veut dire qu'en cas d'inflammation, dont d'inflammation de bas grade, comme dans le cas d'une endotoxémie générée par un microbiote en dysbiose par exemple, la voie de signalisation de l'insuline au niveau des cellules censées capter le glucose va être perturbée par les voies de signalisation de l'inflammation qui aiment bien prendre le même chemin et en résultat, la quantité de glucose captée par les cellules va baisser. C'est comme un parasitage du signal par l'inflammation qui mène à une baisse de sensibilité à l'insuline. Du coup, le glucose sanguin ne baisse pas, ou moins, le corps sécrète davantage d'insuline pour réguler la glycémie, mais le glucose n'est pas mieux capté pour autant parce que la porte est fermée au niveau cellulaire, puisque l'inflammation s'est tapée l'incrus sur les voies. Et ça donne de l'hyperinsulinisme qui à son tour peut activer la transcription de gènes inflammatoires. J'ai essayé de simplifier au max parce que les voies de signalisation cellulaire sont méga compliquées, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflammation favorise la résistance à l'insuline, donc l'hyperinsulinisme, qui favorise l'inflammation. Alors, vous pouvez diminuer votre part de glucides raffinés et potentiellement pro-inflammatoires. Mais si cette inflammation est générée par d'autres facteurs comme une dysbiose intestinale, une alimentation pro-inflammatoire, par exemple hyperprotéinée carnée, riche en graisses saturées, faible en fibres, à faible densité nutritionnelle, ou encore par le stress chronique, le manque de sommeil ou une mauvaise hygiène de vie, opter pour un régime low carb ne réglera pas le problème sur le long terme. Et ne réglera pas le problème de terrain. Par contre, ce qui serait bien, c'est de voir d'un peu plus près vos marqueurs de sensibilité à l'insuline et d'inflammation en faisant quelques tests que vous pouvez demander à votre médecin. La CRP ultrasensible pour mesurer une potentielle inflammation de bas grade et les tests de HOMA et Quickie pour mesurer votre sensibilité à l'insuline et détecter un hyperinsulinisme potentiel. Donc je répète, CRP ultrasensible, HOMA, Quickie. Et autre chose importante, si vous sentez que vous prenez du poids à la simple idée de regarder une assiette de pâtes, que vous avez du mal à perdre du poids et que vous avez l'impression que votre corps stocke plus que nécessaire malgré les régimes ou un rééquilibrage alimentaire de fond, penchez-vous sur votre thyroïde. Votre thyroïde, par les hormones qu'elle produit, c'est le thermostat de votre métabolisme. Et d'ailleurs, il y a tellement de choses à dire sur son fonctionnement et sur la prise en charge de sa santé que j'aimerais bien vous en faire un épisode de podcast. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous intéresserait? En attendant, en ce qui concerne le sujet du jour, c'est super important quand on rencontre des problématiques métaboliques de prendre en compte la thyroïde. Thyroïde qui peut être amenée à tourner au ralenti pour plein de raisons, dont les régimes hypocaloriques. Alors si vous avez répété les restrictions caloriques et que vous vous apprêtez à vous en infliger une autre pour essayer de forcer votre corps à brûler du gras qui ne veut pas partir, ayez une pensée pour votre thyroïde. Vous ne lui faites pas de bien et en conséquence, elle fait tourner votre métabolisme au ralenti. Et donc, vous prenez du poids en plus de ne pas avoir une forme olympique et de perdre des cheveux, entre autres. Donc pour revenir à nos régimes low carb, attention. Demandez-vous ce qui est pertinent pour vous. Oui, certaines personnes se portent bien mieux avec un régime plus riche en lipides et plus faible en glucides. Et pour d'autres, ce sera l'inverse. D'ailleurs, je pense qu'à ce stade, ça ne vous surprendra pas si je vous dis que la composition de votre microbiote intestinal joue un rôle dans ses préférences métaboliques. Alors trouvez le bon équilibre qui vous convient en expérimentant des proportions plus ou moins élevées de l'un ou de l'autre macronutriment. Toujours en gardant une part de protéines constante et suffisante, sans surplus.
Et puis bien sûr, en ayant une base alimentaire majoritairement composée d'aliments à haute densité nutritionnelle. Encore une fois, c'est moins sexy et ça demande beaucoup plus de temps et d'écoute qu'un régime aux promesses de résultats rapides et aux règles strictes. Mais votre corps a une chimie sensible et complexe qui lui est propre, avec ses préférences. Alors c'est à vous de lui prêter attention pour apprendre à déterminer ce qui lui convient. Bon, je ne pouvais pas finir sans parler de la notion d'index glycémique. Je vois certaines personnes sur les réseaux sociaux en faire parfois une véritable obsession et c'est, encore une fois, une sacrée manne pour vendre des régimes et des compléments alimentaires. Petite pensée pour Glucose Goddess qui a trouvé un très bon filon. Donc petit rappel, les pics d'insuline post-prandio sont normaux. Les problèmes métaboliques qui entravent l'action de l'insuline et l'absorption cellulaire du glucose, eux, non. Et ils nécessitent un travail de terrain bien plus vaste que de simplement supprimer les aliments générateurs de sécrétion d'insuline. Hors pathologie spécifique, je le rappelle. Mais, je répète une dernière fois, les pics d'insuline sont une réaction physiologique normale. J'ai l'impression de manifester dans la rue. Mais franchement, quand je vois notre approche de la nutrition, des fois j'ai le sentiment qu'on est dans une véritable chasse aux sorcières qui a mis l'opprobre sur le mauvais coupable, alors que tous les facteurs qui nous rendent métaboliquement inefficaces, eux, ne sont quasiment pas pris en considération. Et oui, ça me rend chèvre. Bref, tout ça pour dire que l'index glycémique, qui est une mesure qui classe les aliments contenant des glucides selon leur effet sur les niveaux de glucose sanguin, qu'on appelle aussi IG, c'est une mesure qui a de sacrées limites. Parce que généralement, on consomme quasiment jamais un aliment seul. Et que les autres composants qui vont accompagner cet aliment, les graisses, les protéines et les fibres, comme dans le cadre d'un repas complet, vont complètement modifier l'effet qu'un aliment riche en glucides à index glycémique élevé va avoir, in fine, sur la glycémie. Et d'ailleurs, on peut dire qu'aujourd'hui, la notion d'index glycémique, elle commence quand même à devenir sacrément désuète. Parce qu'elle ne fait pas beaucoup de sens dans le cadre de l'alimentation dans son ensemble. Il y a des notions qui sont un peu plus justes, comme la charge glycémique d'un repas, qui, elle, tient compte de davantage de paramètres en incluant la quantité de glucides qu'il contient, et aussi l'index insulinique, qui évalue la réponse de l'insuline générée par la consommation d'aliments indépendamment de leur teneur en glucides. Et ça va peut-être vous surprendre, mais les produits laitiers, par exemple, bien qu'ils soient pauvres en glucides, ont un index insulinique plutôt élevé. Ça, éventuellement, en cas de troubles métaboliques, c'est une notion qui peut être intéressante. Mais surtout, en fait, la question intéressante à se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de traquer nos aliments à la loupe à l'aide de tableaux pour bien manger ? Est-ce que complexifier l'alimentation à ce point nous est vraiment bénéfique ? Est-ce que ces méthodes aident vraiment notre métabolisme à bien fonctionner ? Je vous laisse vous faire votre propre réponse. Mais quand je vois le nombre de personnes souffrant d'inefficience ou de troubles métaboliques, de rapports conflictuels avec la nourriture, de confusion et de peur alimentaire et de surpoids, pour moi, la réponse, elle est très claire. Non, ça n'est pas nécessaire. Il est grand temps qu'on réapprenne à manger vraiment, de prendre l'alimentation dans son ensemble et dans sa complémentarité, d'opter pour une base alimentaire qui ne repose pas sur des aliments aux listes d'ingrédients à rallonge, mais sur des aliments majoritairement bruts ou modérément transformés, dont les calories qu'ils apportent nous nourrissent vraiment. Oui, je dis beaucoup, vraiment, parce que je veux marquer mon propos. Et cette base, elle est bien plus facile qu'on le pense à identifier. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode numéro 13. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire un atelier sur le sujet pour que vous ayez toutes les clés en main pour y arriver facilement. Et cet atelier, il sera bien sûr intégré à Powerhouse et il va avoir lieu dans quelques semaines. Bref, plutôt que de sauter d'un régime à l'autre, d'un produit à l'autre aux allégations santé ou minceur, les industriels ont bien compris qu'on était sensible à ces messages sur les emballages de leurs produits, il est primordial pour vous, pour votre santé, pour une alimentation apaisée et épanouie, et pour votre bien-être général, de réapprendre à manger avec simplicité, en faisant preuve de bon sens. En faisant le tri dans toutes les proclamations et les allégations nutritionnelles, et aussi dans les personnes que vous suivez potentiellement sur les réseaux sociaux, en utilisant votre esprit critique vis-à-vis de tous les régimes qui vous sont proposés, le tout avec quelques connaissances de base du fonctionnement et des besoins fondamentaux de votre corps pour faire des choix éclairés qui vous soient bénéfiques. Et puis ça vous évitera aussi d'avoir peur d'une pauvre pomme de terre cuite au four sous prétexte qu'elle a un index glycémique élevé, ou d'avoir peur du fructose d'une poignée de cerises alors que celui qui pose problème, c'est clairement celui qui est abondamment injecté dans les aliments ultra transformés. Voilà, on est arrivé au bout. J'espère que vous êtes encore là. Enfin, on est arrivé au bout pour aujourd'hui parce que j'ai ouvert plein de portes au cours de cet épisode et qu'il y a plein de sujets qui mériteraient d'être plus approfondis. Alors n'hésitez pas à me dire ceux qui vous intéressent et pour lesquels vous aimeriez en savoir plus.
Comme d'habitude, l'espace commentaire est ouvert à toutes vos suggestions, vos questions, vos retours d'expérience et vos remarques, et aussi ma messagerie Instagram @Amandine Léger. Et puis, dernier rappel, les portes de Powerhouse vous sont ouvertes et vraiment, ça vaut le coup d'y faire une petite visite. Vous n'allez pas être déçus. Le lien vous attend dans les notes de ce podcast. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.